Commençons tout de suite par une brève mise en perspective historique. Parfois, il est bon de retrouver et de revenir aux sources pour comprendre finalement l'évolution des enjeux qui sont liés aux cours d'eau. La toute première législation relative aux cours d'eau non navigables date déjà du 7 mai 1877 sur la police des cours d'eau non navigables ni flottables. On parlait encore de cours d'eau flottables. Et cette première législation traduit une volonté de réglementer surtout l'usage des cours d'eau non navigables et d'en assurer le bon écoulement. Cette notion-là, elle remonte déjà à 1877, d'assurer le bon écoulement de l'eau. Finalement, à cette époque-là, ce sont les intérêts de l'agriculture, de l'industrie et de la salubrité publique qui sont primordiaux, qui comptent par rapport à l'appréhension de ce phénomène naturel qui est le cours d'eau. À cette époque, les cours d'eau ne sont pas encore classés en 3 catégories comme on les connaît et l'entretien est mis totalement à charge des communes, avec un contrôle de l'autorité provinciale et avec le concours des riverains. Dit autrement, c'est aux communes, avec la possibilité de mettre à charge les frais sur les riverains, que revient l'entière responsabilité d'entretenir les cours d'eau. Au niveau des travaux extraordinaires, cette notion est déjà introduite dès 1877, les travaux extraordinaires doivent être autorisés par la députation provinciale, feu la députation provinciale. Alors, cette législation va très vite montrer ses lacunes, puisqu'on se rend vite compte que les communes, les riverains ne sont pas susceptibles d'être à même de prendre en charge surtout le coût et de l'entretien des cours d'eau non navigables. Et donc cette législation va être amendée en 1950 avec la loi du 15 mars 1950 qui modifie la législation relative aux cours d'eau non navigables. C'est à partir de ce moment que va être introduite la catégorisation des cours d'eau en 3 catégories, mais ce ne sont pas les 3 catégories que l'on connaît actuellement. À ce moment-là, les points entre les catégories sont déterminés sur base des critères beaucoup plus administratifs que géographiques. Au niveau de la prise en charge des travaux, ils sont répartis uniquement entre provinces qui prend en charge les travaux sur les premières catégories et les communes qui doivent assumer encore les 2e et les 3e catégories. Au niveau de la cartographie, quelque part, des cours d'eau, il y a eu une question qui a été posée par rapport à cela. C'est à cette époque-là que l'on établit l'atlas, ce qu'on appelle communément l'atlas des cours d'eau, les tableaux descriptifs. Et depuis lors, d'ailleurs, ils ont très peu évolué, faute de mise à jour. De nouveau, dans cette législation de 1950, les travaux extraordinaires d'amélioration, on ne parle pas encore de travaux de modification, les travaux extraordinaires d'amélioration doivent être autorisés lorsqu'ils sont réalisés par les particuliers, par les communes, par les provinces, sont autorisés par le roi, il n'y a pas encore de régionalisation, donc sont autorisés par le roi. On voit un phénomène finalement de recentralisation de la législation entre les mains de l'État. Et très vite, on va aussi se rendre compte, puisque à peine la loi de 1950 adoptée, une quinzaine d'années plus tard, on la remodifie, puisqu'on se rend compte que ces 2 lois de 1877 et de 1950 ne suffisent plus face à l'évolution rapide de l'agriculture, de l'industrie et surtout de l'urbanisation. On en arrive finalement à la loi de 1967 qu'on connaît actuellement, qui est toujours en vigueur, que vous appliquez au jour le jour dans la gestion de vos cours d'eau. Cette loi de 1967, elle est guidée par 2 préoccupations majeures. 1, c'est la lutte contre les inondations. 2, c'est l'évacuation des eaux usées. J'ai entendu Monsieur Nioul ce matin nous expliquer d'ailleurs que on avait subventionné les communes pour placer les égouts et donc pour apporter finalement ce trop-plein d'eau usée le plus rapidement possible dans les cours d'eau devant
devant avoir un bon écoulement, justement pour dégager, entre guillemets, toutes ces eaux usées le plus rapidement possible, le plus loin possible, jusqu'à la mer. C'est vraiment la philosophie qui était édictée par le législateur en 1967. Et pourtant, lorsqu'on lit les travaux préparatoires, ce législateur de 1967, il qualifie cette législation de moderne. Bon, pour l'époque, certainement. Puisqu'il entend préciser quand même plus nettement les obligations des uns et des autres au niveau des autorités et de régler de manière plus pragmatique la répartition des charges entre chacun des gestionnaires. Alors, le critère de classement en 3 catégories est maintenu, mais les points entre lesquels on passe de première à deuxième catégorie, de deuxième à troisième catégorie, deviennent des critères finalement plus géographiques, même si on reste avec un critère administratif, mais il y a quand même une prise en considération finalement peut-être plus d'une réalité environnementale ou de gestion par bassin hydrographique. Et d'ailleurs, la toute première fois que la notion de bassin hydrographique est introduite dans en région wallonne, dans le droit wallon, c'est dans la loi de 1967. Et donc, il y a une modification dans la répartition géographique des cours d'eau. Grosso modo, on va dire, les premières catégories, ce sont les grands cours d'eau non navigables, les deuxièmes catégories, ce sont les moyens, et les troisièmes catégories, ce sont les plus petits. Et puis, il y a, et cela il ne faut pas les oublier, il y a des cours d'eau qui ne sont pas du tout classés. Que représente-t-il? À peu près 12 000 kilomètres de linéaire de cours d'eau sur à peu près 25 000 total de cours d'eau wallons. Et vous me direz-vous, pour les cours d'eau de troisième catégorie, que cela représente-t-il? J'ai le chiffre ici, 4 518 km de cours d'eau qui sont classés en troisième catégorie. Alors, dans la loi de 67, l'établissement de l'Atlas est mis à charge de la province, mais faute d'arrêté d'exécution, cette charge provinciale, la mise à jour et la tenue de cet Atlas ne sera pas efficiente. Et donc, à l'heure actuelle, lorsqu'on parle de l'Atlas, on est toujours face aux données qui ont été collectées dans les années 50. Et il y a actuellement, je vais vous en parler, une volonté de remettre à jour, évidemment, cet Atlas. Alors, dans la loi de 67, il y a également une grande distinction entre travaux ordinaires et travaux extraordinaires. Et parmi les travaux ordinaires, c'est la première fois que dans la législation, on introduit finalement une énumération, une liste de travaux ordinaires à réaliser sur les cours d'eau. Mais cette liste, elle a été très vite critiquée pour, soit son manque d'exhaustivité, ou parce que, au contraire, elle reprend des travaux qui ne peuvent pas être qualifiés d'ordinaires. Je pense notamment au dragage du cours d'eau jusqu'au plafond ferme. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'un travaux ordinaire sur un cours d'eau. Alors, au niveau des travaux ordinaires, la répartition d'entretien est simplifiée. Sur les premières catégories, l'entretien est à charge de la région. Sur la deuxième catégorie, l'entretien est à charge des provinces. Sur la troisième catégorie, l'entretien est à charge des communes sous contrôle provincial. Il y a toujours cet aspect tutélaire d'un contrôle de la province et aussi conformément aux règlements provinciaux qui sont édictés sur la question et qui diffèrent d'une province à l'autre. Alors, la possibilité de mettre à charge une partie des frais d'entretien à charge des riverains est prévue dans la loi de 67. On peut mettre une partie des frais d'entretien à charge du propriétaire riverain ou du propriétaire de l'ouvrage au prorata de l'aggravation, évidemment, de la charge d'entretien due à l'usage du cours d'eau ou due à la présence de l'ouvrage dans le cours d'eau. Mais je pense que cette possibilité de mettre à charge des propriétaires riverains est très diversément utilisée par les gestionnaires. Certains l'utilisent, certains ne l'utilisent pas du tout, ne savent pas comment la mettre en œuvre, tout simplement.
Au niveau des travaux extraordinaires, maintenant, est introduite la dichotomie entre travaux extraordinaires d'amélioration et travaux extraordinaires de modification. Et le régime, pour le caractériser comme cela, mis en place par la législation de 1967, c'est de dire qu'il y a tantôt un régime d'approbation pour les travaux qui sont réalisés par les gestionnaires. La commune a besoin de l'approbation provinciale pour réaliser des travaux extraordinaires sur ces cours d'eau, tantôt un régime d'autorisation lorsque les travaux sont réalisés par les particuliers, les watrinques, etc. Et ce système finalement d'autorisation sur les cours d'eau pour réaliser des travaux extraordinaires, il faut bien constater, en tout cas c'est un constat qui a été fait par les différents gestionnaires, qu'elle est méconnue. Ce matin on nous disait qu'il y a un problème de sensibilisation des particuliers. Eh bien on le remarque également à cet égard-là, c'est que cette obligation d'obtenir une autorisation préalablement à des travaux sur le cours d'eau, elle est méconnue dans le chef des citoyens, soit qu'ils ne demandent absolument pas d'autorisation et qu'ils font les travaux. On se retrouve avec des ouvrages qualifiés de sans droit, des ouvrages irréguliers, soit ils font les travaux après seulement avoir obtenu le permis d'urbanisme, puisque ça, le permis d'urbanisme, c'est beaucoup plus rentré évidemment dans les mœurs. Mais ils oublient de demander également l'autorisation du gestionnaire pour pratiquer de tels travaux. Face à cette analyse plutôt critique, je l'admets, de la loi de 1967, il faut bien constater qu'elle est devenue obsolète à l'heure où on parle. La mission d'exutoire naturel des eaux usées et de bon écoulement des eaux est devenue totalement désuète par rapport aux pratiques actuelles faites par les gestionnaires sur les cours d'eau. Donc tout le monde était assez d'accord pour dire que cette législation que je viens de vous décrire, elle avait besoin d'être réformée. Et une première tentative de réforme auquel j'ai participé est intervenue en 2004. En 2004, l'objectif du politique, c'est de codifier tout le droit de l'environnement. Jusqu'à présent, il n'y a que 2 livres du Code de l'environnement qui sont sortis. Le livre premier avec les dispositions générales et transversales et le livre 2 qui a trait au Code de l'eau. Ce Code de l'eau fait plus de 1000 articles et dans ce Code de l'eau se retrouvent des dispositions et un chapitre entier sur les cours d'eau. Mais faites attention, ces dispositions, très précisément ce sont les articles D33 à D52 du Code de l'eau, ne sont jamais entrés en vigueur. Et vraisemblablement, ils n'entreront jamais en vigueur. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le gouvernement wallon ne juge pas utile de se concerter avec les protagonistes. Il n'y a aucune concertation qui est menée, notamment avec les gestionnaires de cours d'eau, et on décide quasi unilatéralement de dire, ben voilà, maintenant le nouveau gestionnaire des cours d'eau, on va recentraliser toute la politique de l'eau et on va les mettre entre les mains de la région wallonne. On supprime les communes et les provinces en tant que gestionnaires des cours d'eau de 2e et de 3e catégorie. D'ailleurs, on ne fait même plus allusion aux catégories, il n'y a plus besoin, parce qu'il n'y a plus qu'un seul gestionnaire de cours d'eau. Depuis 2011, le gouvernement a décidé de revenir sur cette décision et il a annulé, en tout état de cause, il a annulé le transfert de gestion des cours d'eau de 2e catégorie vers la région. Et il a dit également que le transfert éventuel, on va revenir sur cette question-là, le transfert éventuel des cours d'eau de 3e catégorie vers les provinces sera analysé. Donc là, la question n'est absolument pas tranchée. Et pourquoi, dernière raison finalement, pour laquelle cette première tentative de réforme n'est pas entrée en vigueur, c'est parce qu'on supprimait purement et simplement le régime de l'autorisation spécifique pour des travaux extraordinaires sur les cours d'eau. Et on faisait passer ce régime d'autorisation spécifique délivré par les gestionnaires, on le faisait purement et simplement passer dans le régime du permis d'environnement, de la déclaration environnementale, du permis unique, qui venait d'entrer en vigueur. Évidemment, c'était assez porteur. Ce régime était entré en vigueur en 2003. Et donc, on avait dit, ben voilà, il n'y aura plus d'autorisation cours d'eau, il n'y aura plus qu'une autorisation de permis d'environnement. Et alors, ce n'était pas suffisant, évidemment, de dire, ben, on bascule tout, sans, évidemment, aménager
derrière la législation relative au permis d'environnement, en prévoyant par exemple de nouvelles classes, des nouvelles rubriques spécifiques pour les travaux extraordinaires, spécifiques pour les cours d'eau. Rien de tout cela n'était aménagé. Et donc voilà, malgré la codification du droit de l'eau, on se retrouve avec un chapitre qui existe, qui a été promulgué par le Parlement, mais qui n'entrera jamais en vigueur. Et puis avec la loi de 67 qui continue, les gestionnaires doivent bien continuer à s'appuyer sur cette loi de 67 obsolète et qui reste en dehors du Code de l'eau. Face à cette situation plutôt incongrue, eh bien voilà, on a tenté de remettre sur les rails une nouvelle réforme du cadre juridique des cours d'eau afin de compléter, de rendre complet, global et de parachever le Code de l'eau pour qu'il soit enfin, qu'il comprenne enfin un chapitre sur les cours d'eau efficace, efficient et surtout en vigueur. Alors, au risque de décevoir les intervenants de ce matin et les bourgmestres qui ont pris la parole, la future réforme ne concerne pas l'épuration des eaux usées. Elle ne porte évidemment que sur les cours d'eau, même si cette politique, et ils ont raison à juste titre de le soulever, même si cette politique a évidemment une incidence directe sur la qualité des rivières et de l'eau des cours d'eau. Je vais donc maintenant parcourir avec vous, et surtout en primeur, puisque c'est quand même la première fois que nous prenons la parole pour présenter la réforme qui est actuellement en chantier. Elle est en chantier déjà depuis 2 ans, donc l'avant-projet de décret est quasi finalisé, mais c'est quand même en primeur que vous allez pouvoir prendre connaissance des grandes lignes finalement directrices de la réforme des cours d'eau qui sera bientôt proposée au Parlement. Alors, au niveau des principes, évidemment qu'on abandonne le concept de bon écoulement des eaux pour tendre vers des principes qui sont issus directement des obligations européennes et surtout, évidemment, de la transposition de la directive cadre eau. On tend maintenant vers un principe de gestion intégrée, équilibré et durable. Il s'agit évidemment de concilier des intérêts multiples, parfois contradictoires, tels que la gestion des risques d'inondation, la protection de l'environnement, des enjeux aussi économiques, de l'agriculture, de l'industrie et socio-culturels. On a décidé de maintenir la catégorisation des cours d'eau en 3 catégories. Ce classement est justifié pour 2 raisons. D'abord parce que toute la législation actuelle est basée sur cette catégorisation et qu'elle correspond à une réalité. Je vous ai dit les grands, les moyens, les petits. Et aussi parce que, je vous l'ai dit aussi, le gouvernement a décidé d'annuler le transfert des cours d'eau de 2e catégorie vers la région wallonne en tant que gestionnaire. Et c'est là que la question est, à mon avis, la plus importante, c'est au niveau de la détermination des gestionnaires. C'est d'ailleurs la question que monsieur le modérateur pose à chacun des 3 bourgmestres. Quelles sont vos intentions en tant que vous, gestionnaire, par rapport aux cours d'eau de 3e catégorie? À quelle sauce, finalement, vont être mangées ces 3e catégories? Alors, pour l'instant, on n'a pas pris beaucoup de risques dans l'avant-projet de décret. On a dit, il y aura des gestionnaires, on garde les 3 catégories, il y aura des gestionnaires, et c'est le gouvernement qui les désignera. Donc, on n'a pas encore écrit. Voilà, je vous le dis. Mais sauf, et ça, je ne dévoile aucun secret ou alors de polichinelle, mais sauf décision politique contraire, la région restera gestionnaire des 1res catégories, les provinces resteront gestionnaires des 2e catégories et les communes resteront gestionnaires des 3e catégories. Monsieur Lambeau, directeur des cours d'eau non navigables, vous a dit ce matin, il n'y a aucune raison de faire table rase du passé sans une bonne raison, évidemment, objective. Alors, face à cette réalité, finalement, il y a des voix. Il y a des voix du côté provincial qui se sont élevées pour dire, ben moi, nous, on veut bien.
on veut bien prendre la gestion des troisièmes catégories, évidemment à condition d'obtenir les moyens conséquents, fatalement. Et à l'inverse, l'Union des villes et communes de Wallonie, en 2012, a fait une grande enquête auprès des communes et annonçait que 70% des communes ne voulaient plus garder la gestion des cours d'eau de troisième catégorie. Une fois qu'on a eu écrit le décret, l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie a quelque peu progressé, on va le dire comme ça. Et donc maintenant, à titre principal, elle ne revendique plus un gestionnaire unique, parce que c'est ça qu'elle proposait, c'est de dire, mais non, laissons la gestion de tous les cours d'eau à l'autorité régionale. Maintenant, elle ne prône plus ce gestionnaire unique, elle prône plutôt que chaque commune reste gestionnaire des troisièmes catégories, mais aussi, tout comme les provinces, en demandant évidemment des moyens supplémentaires, financiers ou autres, pour assumer évidemment cette charge de la gestion des cours d'eau. Gestion qui évolue, et c'est comme ça qu'elle le justifie d'ailleurs. C'est clair, cette gestion, elle va évoluer sous l'influence européenne, sous l'influence de la transposition des directives cadres et de la directive inondation, puisque il ne peut pas se concevoir qu'un gestionnaire ne prenne plus en compte la réalité et les obligations qu'ils ont mises à charge de la région wallonne et de la Belgique plus généralement. Alors, sans trancher évidemment en faveur de l'un ou de l'autre, il y a certainement une voie médiane. Et c'est l'objet de mon intervention, c'est l'objet de cette matinée évidemment. La voie médiane, ce qui reste à explorer, sans changer la répartition actuelle des gestionnaires, c'est d'une part de rendre prioritaire le subventionnement des actions qui mettent en œuvre les obligations européennes, et d'autre part, c'est de renforcer les initiatives supracommunales en prévoyant, par exemple, la possibilité de conclure des conventions entre provinces et communes. Je vais y revenir évidemment dans quelques instants. Alors, un nouvel outil de coordination et de coopération, c'est le PARIS, le programme d'action sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée. Beaucoup plus facile, n'est-ce pas, quand on dit PARIS. Fatalement, il faut bien constater que la catégorisation et la multiplication des intervenants sur les cours d'eau ne favorisent pas la coopération entre eux. L'objectif de ce nouvel outil, finalement, c'est de renforcer la coopération entre les acteurs. Je ne rentre pas dans le détail parce que je pense que je n'aurai pas le temps, et puis j'ai envie de vous dire d'autres choses par rapport à cela. La libre circulation des poissons, monsieur Lambeau, je pense que vous en a suffisamment parlé ce matin. Au niveau de l'Atlas et de la cartographie des cours d'eau, sachez seulement que la gestion de l'Atlas va remonter au niveau régional, avec l'aide, en soutien évidemment, des communes, des provinces, mais c'est maintenant au niveau régional que ça va se passer, avec une petite cure d'amaigrissement au niveau du contenu de l'Atlas, puisque l'Atlas ne contiendra ni les voies hydrauliques, que les cours d'eau non navigables, ni les wateringues, ni non plus les ouvrages sans droit. Au départ, l'Atlas servait aussi de relever des ouvrages irréguliers sur les cours d'eau. On a décidé de ne plus faire rentrer ça dans l'Atlas, mais de prévoir un régime différent pour les ouvrages sans droit. Une des grandes avancées, et ça c'est peut-être la deuxième après la détermination des gestionnaires, une des grandes avancées de la réforme sur la table, c'est d'officialiser quelque part le fait que le lit mineur des cours d'eau appartient au domaine public. Déjà, l'article 16 de la loi de 67 présumait en faveur des gestionnaires la propriété du lit du cours d'eau. Mais on n'avait encore jusqu'à présent aucune définition du lit, et il y a évidemment, en fonction des intervenants, des différences d'application où s'arrête évidemment le lit mineur du cours d'eau. Cette fois-ci, on a réglé la question, on a appliqué la théorie dite du plenissum flumen. Il fallait que je place des mots en latin, sinon je ne suis pas une vraie juriste. Qu'est-ce à dire? On prend le chenal ordinaire d'écoulement,
on prend les berges et on s'arrête à la crête de berge. Le lit mineur, c'est le cours d'eau avant débordement général. C'est la définition qui est présentée sur la table à l'heure actuelle. Et donc, ce lit mineur, il est toujours présumé appartenir au gestionnaire et en plus maintenant, il va relever du domaine public. C'est tout simplement la transposition d'un vieil arrêt de la Cour de cassation de 1948 qui disait déjà à l'époque que les cours d'eau, le lit des cours d'eau, même non navigables, parce que pour les voies hydrauliques, la question est réglée depuis belle lurette, mais que pour les cours d'eau non navigables, ce lit relève du domaine public. Ça veut dire que l'usage du domaine public est collectif, mais que les gestionnaires peuvent réglementer cet usage et à tout moment peuvent modifier le bien en fonction de l'intérêt général. Très concrètement, qu'est-ce que cela va apporter aux communes ? Eh bien, ça va apporter aux communes le fait qu'elles vont devenir maîtres de leur domaine public. Il n'y aura donc plus de tutelle de la province sur les communes par rapport aux travaux qu'elles voudront faire dans l'intérêt général sur le lit du cours d'eau. Et donc cette tutelle provinciale va disparaître avec l'appartenance du domaine public du lit mineur. En ce qui concerne les travaux et le nouveau régime des travaux, les travaux ordinaires font place à une nouvelle dénomination, les travaux d'entretien et de petites réparations. Ces travaux sont identifiés et ils sont de nouveau listés, une liste non exhaustive, en fonction soit de leur récurrence, soit de leur finalité, soit de leur nature. C'est des travaux qui doivent intervenir à intervalles réguliers, c'est des travaux très clairement de maintenance et de minime importance qui doivent intervenir sur les cours d'eau. Je cite notamment le curage, plus le dragage, uniquement le curage, l'enlèvement des embâcles, l'entretien de la végétation sur les berges. On a donc essayé de modaliser et de circonscrire plus précisément les travaux d'entretien et de petites réparations par rapport aux anciens travaux ordinaires. Et puis, que fait-on avec l'autorisation pour les travaux extraordinaires ? Cette distinction entre travaux ordinaires et travaux extraordinaires disparaît. Et la notion même de travaux extraordinaires disparaît. Maintenant, il faut, pour faire des travaux importants, des travaux de modification sur le lit du cours d'eau, eh bien, il faut une autorisation préalable du gestionnaire du domaine, une autorisation domaniale. Alors, cette autorisation domaniale, elle va pouvoir prendre deux formes, soit un acte unilatéral, soit un contrat de concession. Alors, les caractéristiques d'une autorisation domaniale, c'est qu'elle pourra être délivrée soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, mais que dans tous les cas, elle sera toujours précaire. Il y a, en vertu de la loi du changement qui caractérise l'action administrative, il y a toujours la possibilité pour le gestionnaire de revenir, évidemment, sur l'autorisation qu'il a donnée, si, évidemment, les conditions ont changé dans la gestion du cours d'eau. Et si cette autorisation domaniale, comme vous la connaissez, parce que finalement l'originalité, la nouveauté, ce n'est pas tant l'action unilatérale, vous délivrez déjà des actions, enfin peut-être pas les communes, mais il y a quand même des actions, des autorisations unilatérales qui y sont délivrées. Ici, la nouveauté, c'est de dire qu'on pourra également conclure un contrat de concession. Alors, s'il s'agit d'une autorisation unilatérale, celle-ci pourra être révoquée, modifiée ou suspendue. Et chose importante par rapport à l'articulation à faire avec le droit de l'urbanisme, c'est que celui qui voudra disposer d'une autorisation pour pouvoir procéder à des travaux importants sur le cours d'eau, dans le chef des particuliers, eh bien, il devra d'abord obtenir son autorisation domaniale auprès du gestionnaire avant de pouvoir introduire sa demande de permis d'urbanisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autorisation domaniale devient la condition sine qua non, l'obtention de cette autorisation domaniale devient la condition sine qua non pour pouvoir déposer une demande de permis d'urbanisme, ce qui évitera évidemment d'oublier une des deux autorisations. Et surtout, c'est peut-être aussi le plus important pour vous, c'est qu'il faut bien voir que maintenant, il n'y a plus besoin dans le chef des gestionnaires d'autorisation
pour faire des travaux ou d'approbation pour faire des travaux importants de modification sur les cours d'eau, sauf évidemment en fonction des autres législations. Si pour les travaux, vous n'avez plus besoin d'une autorisation cours d'eau, vous aurez peut-être toujours besoin, certainement, en vertu de l'article 84 par exemple, du quatupé, d'une autorisation, d'un permis d'urbanisme pour réaliser ces travaux. L'autorisation domaniale ne dispense évidemment pas d'obtenir un permis d'urbanisme. J'en viens très aisément évidemment aux modifications qu'on apporte également au régime du permis d'environnement et au régime du permis d'urbanisme, puisque là, la volonté, c'est dans le cadre du régime permis d'environnement que les enjeux liés au cours d'eau soient mieux appréhendés. Donc on va introduire de nouvelles catégories, de nouvelles rubriques dans le régime du permis d'environnement, notamment pour viser toutes les centrales hydroélectriques, quelle que soit leur puissance, mais ça commencera évidemment. Au départ, elles pourront être classées en classe 3 et donc ne devoir obtenir qu'une déclaration environnementale. Je m'excuse. Au niveau quatup, du quatup, des modifications également vont être apportées. Pourquoi? Parce qu'on se rencontre, et ça a été dit également par les intervenants de ce matin, les actes qui sont posés soit dans le lit, soit dans les 6 mètres à partir de la crête de Berche, soit en zone d'aléa d'inondation, et évidemment qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'hydromorphologie du cours d'eau. On pense en cas d'inondation, de crue, à tout ce que charrie évidemment le cours d'eau, qui se retrouve dans le cours d'eau et qui forme pas mal d'embâcles. Et donc, l'idée ici, par rapport aux modifications apportées au quatupé, bientôt qu'au DT, c'est de mettre à la disposition des décideurs communaux, principalement, les connaissances des gestionnaires, et notamment en matière d'imperméabilisation des sols, puisque face aux problématiques de coulée de boue, eh bien, les gestionnaires vont maintenant devoir obligatoirement être consultés et remettre par contre un avis simple. Alors, toute la question a été de savoir est-ce qu'ils vont devoir remettre un avis simple, un avis conforme. L'avis conforme n'est plus dans l'air du temps et donc maintenant c'est un avis simple. À chaque fois qu'il y a des actes et travaux visés par l'article 84 du quatupé qui se retrouvent soit à être réalisés dans le lit, dans les 6 mètres ou en zone d'aléa d'inondation, eh bien nécessairement il faudra solliciter l'avis du gestionnaire préalablement à la décision d'urbanisme. Autre modification, l'amplification du dossier de demande du permis d'urbanisme lorsqu'il s'agit de travaux hydrauliques, disons-le très clairement, donc une amplification des données techniques à apporter lors de la composition du dossier de demande et également une amplification de la liste des actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Là, c'est une disposition réglementaire, on ne l'a pas encore totalement écrite, mais l'idée, c'est de dire, comme les gestionnaires travaillent sur un domaine public, ils sont dispensés de devoir solliciter un permis d'urbanisme pour certains actes et travaux toujours de minime importance. Je m'attarde très brièvement sur l'essor des ouvrages existants sans droit. L'objectif ici, c'est de donner aux gestionnaires la possibilité de pouvoir agir. Agir soit sur l'ouvrage directement, parce qu'il n'a pas été autorisé, en imposant des travaux aux propriétaires ou en imposant même sa suppression. Et lorsque l'ouvrage a été autorisé, il y a aussi l'introduction de la possibilité pour le gestionnaire d'agir, même sur l'autorisation, même sur les autorisations délivrées antérieurement, pour pouvoir modifier cette autorisation ou même la révoquer et la retirer. Vous avez compris que cette évolution de la législation, eh bien, elle véhicule 3 idées maîtresses. L'idée qu'on maintient certes une classification, donc en quelque sorte un morcellement
des cours d'eau non navigables, mais le territoire idéal n'existe pas. Et donc, je pense que l'enjeu est ailleurs, dans plus de concertation entre les gestionnaires, afin de lisser l'effort et de mieux se coordonner. Au niveau de la diversité, évidemment, des gestionnaires qui interviennent sur le cours d'eau, il faut bien constater que la loi de 67 a instauré un certain équilibre en répartissant les charges. Elle a instauré un équilibre entre l'État, devenu la région, les provinces et les communes, et qu'il s'agit finalement d'un service public qui est rendu de par l'entretien, ne fût-ce que de l'entretien de la gestion des cours d'eau, mais qui ne garantit évidemment pas de rentrée financière. Et ça, c'est évidemment le nerf de la guerre, je pense. C'est que le service doit être rendu, mais il n'y a pas de rentrée financière directe qui puisse être espérée lorsque l'on entretient les cours d'eau. Au niveau de la fragmentation des compétences, il ne s'agit évidemment pas d'agir chacun dans son coin, mais de passer finalement d'une relation plutôt tutélaire vers une relation de partenariat. J'en viens maintenant au deuxième grand thème de mon exposé, qui a trait à la supracommunalité. Un colloque s'est tenu à l'initiative de l'APW en décembre dernier et posait cette question: quelle place pour les provinces dans la supracommunalité? J'ai lu les travaux des uns et des autres intervenants dans le cadre de ce colloque, et ils concluaient tous pour dire qu'il n'y a pas un modèle de supracommunalité applicable à tous. Il s'agit d'une dynamique qui prend des formes différentes, à des endroits différents, et suivant évidemment les spécificités de chacun et des besoins de chacun. Comme je vous l'ai dit, on va essayer je ne m'avancerai pas sur une définition de la supracommunalité, tellement le concept est peu, finalement, se traduit peu dans les textes juridiques, mais je tente ici d'en déterminer les contours au travers de la déclaration de politique régionale et du code de démocratie locale. C'est tout logiquement dans le chapitre consacré aux pouvoirs locaux que l'on retrouve dans l'ADPR la notion de supracommunalité. Le gouvernement entend optimaliser, développer le rôle provincial de fédérateur et d'opérateur. Comment le faire? Il dédie 20% du fonds des provinces à l'investissement à réaliser en matière de supracommunalité. Donc le gouvernement, en tant que les 20 derniers pourcents du fonds des provinces alloués chaque année, soit dédiés à de la supracommunalité, et il donne une clé de répartition: 10% pour le financement des zones de secours, ça ne nous concerne pas aujourd'hui, 10 autres pourcents sur des autres actions, des actions additionnelles de supracommunalité. Et c'est là, évidemment, que l'on pourrait retrouver des actions pour sous-tendre la gestion des cours d'eau. Alors, au départ, dans la législation, cette liquidation du fonds des provinces était tributaire de la conclusion de contrats de partenariat entre régions et provinces. Maintenant, on a supprimé, et cette liquidation du fonds des provinces est conditionnée par la conclusion de contrats de supracommunalité. Alors, ces contrats de supracommunalité, on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, puisque c'est au gouvernement qu'il revient de prendre un arrêté pour déterminer les modalités. Et donc, il faudra, à mon avis, tenir à l'œil cet arrêté du gouvernement wallon sur les contrats de supracommunalité pour voir un peu dans le détail ce qui pourrait être glané pour mettre en place des actions et des coopérations entre provinces et communes, s'il y en a, on ne sait pas. En deuxième lieu, l'objectif du gouvernement, c'est de développer la supracommunalité.
Plusieurs pistes sont avancées par le gouvernement dans ce sens. Un subventionnement plus important des initiatives supracommunales sur la base d'un droit de tirage. Et aussi, on entend mener une réflexion, on ne s'avance pas trop évidemment, mener une réflexion sur la mutualisation des ressources et de l'expertise que les services provinciaux peuvent apporter aux communes. Et donc, voilà, en tout cas, le gouvernement ne souhaite pas rajouter un échelon en plus à la lasagne institutionnelle, si je puis m'exprimer ainsi. On ne veut pas rajouter un acteur institutionnel supracommunal entre le niveau provincial et le niveau communal. On veut favoriser les synergies entre les deux. Et c'est d'ailleurs le troisième objectif de supracommunalité dans la DPR, favoriser les énergies et optimaliser les moyens. Très clairement, lorsqu'on lit cette déclaration de politique régionale, on dit aux communes, mais vous allez devoir faire mieux avec moins d'argent. Et comment allez-vous devoir faire mieux avec moins d'argent? Oui, ce n'est pas une nouveauté, ça me paraît assez clair. Comment le faire? Le gouvernement a des idées aussi. Développer sur base volontaire, ça c'est important, je pense, de le retenir. On ne peut jamais contraindre, on respecte l'autonomie de chaque entité collective. C'est de développer sur base volontaire la supracommunalité et encourager la mise à disposition des communes qui ne disposent pas de ressources humaines suffisantes, des services provinciaux ou supracommunaux. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, évidemment. Mais le gouvernement rappelle aussi le principe de neutralité budgétaire pour les communes et les provinces des décisions prises par la région wallonne. Bref, le gouvernement invite très clairement les communes et les provinces à mieux coopérer, à travailler en partenariat, à partager les meilleures pratiques. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans ces cas-là, il n'y a aucune balise, aucune modalité précise qui permette de nous éclairer sur la manière, évidemment, le comment on va arriver à ce meilleur partenariat, cette meilleure coopération entre institutions. Les provinces, et notamment par évidemment la tenue du colloque de ce matin, la province de Namur n'en reste pas là, parce qu'on pourrait se dire, on va attendre une intervention du législateur avant de voir comment on peut s'y prendre. Mais non, la province de Namur a décidé d'aller de l'avant et de développer ses propres actions de supracommunalité. Alors, il ne faut pas croire que la notion de supracommunalité est totalement absente de la législation. On en retrouve des traces, plus que des traces, dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, puisque il y a d'une part, et c'est ce qui est un peu surprenant, d'une part, vous avez un livre qui est consacré à la coopération entre communes, une coopération que je qualifie finalement d'horizontale, entre les communes et entre elles seules, mais pas entre communes et provinces. Il y a les conventions entre communes, les associations de projets, les intercommunales, et une autre partie qui est consacrée, intitulée de la supracommunalité. Et que retrouvez-vous sous cette partie? Les agglomérations et fédérations de communes, ça je laisse de côté tellement ça a eu peu d'impact, et les provinces, l'institution provinciale. Notamment, et on retrouve là-dedans, la possibilité pour la province de participer, de créer à une ASBL ou à une autre association pour lui confier un service public moyennant un contrat de gestion d'une durée de 3 ans. Mais ce qui est frappant donc de constater lorsque on examine un tout petit peu le Code de la démocratie locale, c'est de voir qu'il n'y a encore aucun mécanisme de coopération entre des pouvoirs communaux et provinciaux, moi ce que je qualifie la coopération verticale. Alors, je vais passer cette diapo parce que je vous en ai déjà parlé. On parle depuis très récemment de contrat de supracommunalité, mais on n'en sait pas plus. Ce contrat de supracommunalité conditionne la liquidation des 20% restants du fonds des provinces. Face à ce développement voulu du gouvernement de la supracommunalité,
examinons maintenant les moyens juridiques mis à disposition des autorités pour pouvoir mettre en œuvre, évidemment, cette supracommunalité et cette coopération entre communes. Je vais passer en revue maintenant soit la délégation de compétences, soit le simple accord de volonté, soit le contrat, soit la concession de travaux ou de services. En ce qui concerne la délégation de compétences et la délégation de pouvoir, je vous le dis directement, je pense que c'est une voie sans issue. Pourquoi? Parce que là, la déléguer des compétences, c'est transférer à une autre autorité des compétences qui ne pourront plus être exercée par l'autorité délégante jusqu'à révocation de la délégation. Sauf qu'en la matière des cours d'eau, cette matière est une compétence attribuée. Le législateur a décidé d'attribuer aux régions, aux provinces, aux communes les compétences en matière de cours d'eau, et les communes ne pourraient pas décider unilatéralement de ne plus assumer ces compétences. D'abord, il faudrait une habilitation légale, ce qui n'existe pas, ce qui n'a jamais existé dans la loi de 67 et ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour dans la prochaine réforme envisagée. En plus, cette délégation de compétences ne peut porter que sur des mesures d'exécution ou des points de détail. Ce ne serait pas le cas, évidemment, s'il y avait une délégation de compétences pure et simple en plein de la gestion des troisième catégories, par exemple des communes vers les provinces. Alors, explorons d'autres voies possibles. Il faut d'abord quand même rappeler que par principe, l'action de l'autorité publique est unilatérale et donc que lorsque la commune agit sur les cours d'eau, c'est quand même une décision du conseil communal, certes avec l'approbation provinciale, mais c'est une décision du conseil communal d'intervenir dans l'entretien du cours d'eau. C'est aussi une décision du conseil communal de faire des travaux extraordinaires. Dans le cadre de la future réforme, ce sera toujours une décision, sans même plus besoin d'avoir l'approbation de la province, pour intervenir sur le cours d'eau. D'où la question de savoir si, puisque les communes, les provinces, la région sont investies d'un pouvoir d'action unilatéral, ce qui est la facilité, entre guillemets, pour les autorités, est-ce qu'elles peuvent choisir la voie contractuelle quand elles disposent de prérogatives d'action unilatérale? Parce que choisir la voie du contrat, c'est se lier, évidemment. C'est quelque part abandonner une part de liberté, c'est figer une relation dans des termes initialement convenus. Mais a priori, le contrat ne permet pas, ou beaucoup moins aisément, le jeu de la loi du changement, la garantie du principe de liberté dans les actions des gestionnaires. Mais cette affirmation doit être tempérée, à mon avis, sur deux points. D'une part, parce qu'il va dorénavant y avoir l'outil qui est le PARIS, où là, on va préalablement planifier les actions, on va les rendre beaucoup plus prévisibles, les gestionnaires vont échanger leurs objectifs et leurs programmes de travaux sur les cours d'eau. Donc la loi du changement devient beaucoup plus relative dès lors qu'on commence à planifier évidemment les interventions sur le cours d'eau. Et puis d'autre part, il y a l'autorisation, la future autorisation domaniale qui pourra être délivrée. Et dans ce cadre-là, elle peut prendre la forme soit d'une action unilatérale, comme je vous l'ai dit, soit d'un contrat. Et donc, à la question de savoir si l'autorité publique peut conclure des contrats en cette matière, la réponse est certainement affirmative, puisqu'elle n'a pas une obligation d'agir uniquement de manière unilatérale, mais simplement une possibilité, et donc elle peut agir et conclure des conventions avec les provinces pour intervenir sur les cours d'eau. Alors, il faut encore qu'on soit face à un véritable contrat. Pour qu'on puisse parler de contrat, il faut pouvoir, en tout cas que chacune des deux parties puisse contraindre l'autre à exécuter les obligations auxquelles elle s'est
engagé. Il ne faut pas confondre évidemment le contrat avec un simple accord de volonté. On pourrait encore imaginer que la commune détermine dans un acte unilatéral tout un régime de droits et d'obligations, et puis que la province, sans négociation, dise « ok, je prends ou je ne prends pas ». On pourrait imaginer ce type de relation entre province et commune que l'on ne peut pas qualifier de contrat, mais d'un simple accord de volonté, d'une adhésion de la part de la province, c'est à prendre ou à laisser par rapport à la demande de la commune. Donc pour qu'il y ait un véritable contrat, il faut que chacun des deux puisse exiger de l'autre le respect du contrat. Là où l'accord, le simple accord de volonté n'aurait qu'une valeur indicative, le contrat, lui, fait force de loi entre les parties et est obligatoire pour chacune des deux parties. Au niveau de la contractualisation, je crois que j'ai été trop vite. Non, je reste là. Au niveau de la contractualisation maintenant, on doit faire la distinction entre la concession de travaux, la concession de services publics, qui sont des contrats, et ensuite les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. La concession de travaux, c'est quoi? Mais c'est un contrat qui présente exactement les mêmes caractéristiques qu'un marché public de travaux, mais avec à la différence que la contrepartie des travaux, c'est le droit de pouvoir exploiter l'ouvrage qui a été construit. La concession de services publics, c'est l'administration qui charge une autre personne publique ou privée, mais dans ce cas-ci, ce serait une autre personne publique, la province, d'assurer le fonctionnement, l'exploitation d'un service public. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre la délégation de compétences que vous nous avez expliquée et à laquelle on ne peut pas recourir en matière de cours d'eau et la concession? Il y a une différence entre les deux, évidemment, puisque dans le cadre d'une concession, ce n'est qu'une simple délégation de gestion. La commune ne perdrait pas, évidemment, le contrôle de la manière dont le service public est réalisé par la province si elle venait à concéder le service public d'entretien des cours d'eau de 3e catégorie à la province. L'on m'a dit, mais ce sera peut-être à vérifier, que des conventions de ce type pilote seraient envisagées en province du Luxembourg. Et il reste évidemment les marchés publics, où là, vous savez tous ce qu'est évidemment un marché public. Et là, à la grande différence avec la concession, il n'y a aucune délégation de gestion. Sur un point précis, un travail précis, un service précis, c'est une intervention ponctuelle et pas dans la durée. Par rapport à cette législation sur les marchés publics, on m'a demandé de répondre à cette question, de savoir si, lorsqu'on passe un marché public entre autorités publiques, entre communes et provinces, il fallait appliquer la législation sur les marchés publics. Alors là, très clairement, le droit est en pleine évolution par rapport à cela, puisqu'il y a un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, de l'Union européenne, qui a été délivré en 2009, qui est très factuel par rapport à un contrat de coopération qui avait été conclu entre la ville d'Hambourg en Allemagne et des circonscriptions administratives pour utiliser un incinérateur de déchets. Mais cet arrêt est très factuel, mais à certaines conditions. La Cour de justice a ouvert la voie pour que les coopérations publiques soient dispensées justement de l'application plutôt lourde évidemment de la loi sur les marchés publics. Et cette dérogation qualifiée de coopération publique vient de trouver un écho dans la législation européenne, puisque c'est la directive 2014/24 qui a été adoptée en 2014, publiée en 2015 et qui devra être transposée pour 2016, qui prévoit les conditions à remplir pour être dispensé de cette législation sur les marchés publics. Quelles sont ces conditions? Il faut qu'il s'agisse d'une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs dans le but de réaliser une mission de service public commune.
Et évidemment, ici, vous avez en commun la mission de service public, qui est la gestion des cours d'eau. Il faut que cette coopération n'obéisse qu'à des considérations d'intérêt public. Là, je pense que ça va plutôt de soi. Et surtout, et là, c'est par contre un facteur limitant, il faut que les pouvoirs adjudicateurs réalisent sur le marché concurrentiel, sur le marché de l'entretien et des travaux sur les cours d'eau, moins de 20% des activités concernées par la coopération. Et donc là, on limite finalement les possibilités de supracommunalité pour faire fonctionner toujours le jeu de la concurrence par rapport aux autres opérateurs privés. Je vous ai cité les conditions de la directive ici. Sur le PowerPoint, c'était les conditions au départ posées par la Cour de justice européenne, mais vous voyez qui ont évolué. J'en termine. J'ai ma montre. J'en termine, il me reste 2 slides à voir avec vous. Par maintenant, finalement, très concrètement, comment traduire tout cela en matière de gestion des cours d'eau de 3e catégorie. La rationalisation, je pense, des moyens, des connaissances, de l'expertise passe par la mise en œuvre d'aires de coopération pour dépasser le simple cadre du subventionnement et arriver à une pratique plus partenariale. Alors, pas de délégation de compétences, on l'a vu, mais bien soit un accord de volonté qui dépendra évidemment du bon vouloir, justement, aura valeur indicative du bon vouloir des deux partenaires, soit un contrat, bien sûr, un contrat, un marché public qui peut être conclu entre communes et provinces, soit une concession de services publics avec délégation de gestion de services, mais avec, on garde évidemment un contrôle dans le chef de la commune délégante. Et un principe qui est traduit partout, c'est de dire que de toute manière, dans tous les cas, il faut toujours que ce soit fondé sur l'autonomie et l'indépendance des collectivités concernées. Une autre idée en filigrane, toujours, et en tout cas c'est une demande de la part de l'Union des villes et communes de Wallonie, c'est de dire d'appliquer la démarche bottom-up, comme on dit, c'est que les initiatives, les demandes doivent venir du plus bas vers le plus haut, doivent venir des communes et être examinées par les provinces. Alors, dans la matière qui nous occupe, je vous ai dit que certes le territoire idéal n'existe pas en matière de gestion des cours d'eau, mais est-ce qu'il ne faudrait quand même pas dans certains cas, face à des projets d'ampleur, déterminer des critères d'acceptabilité, notamment lorsque on dit qu'une seule commune n'est pas suffisante, ou il faudrait une association de communes avec l'aide de la province pour mettre à bien, aboutir à un projet de plus grande envergure. Je pense notamment à des projets en matière de protection contre les inondations. On pourrait, dans ce cadre-là, je pense, aboutir à une trilogie, un cours d'eau, un projet, un contrat entre les communes concernées et la province. On pourrait également s'inspirer de ce qui existe déjà dans la législation, mais pas entre ces deux-là. C'est les conventions entre communes. Il y a déjà toute une série de modalités qui sont prévues entre les communes. On pourrait les adapter pour les préciser entre communes et provinces, ou s'inspirer du partenariat avec contrat de gestion de la participation provinciale à une association.